Salut les amis, Bhaskar pour Hypnomachie. Aujourd'hui, je suis avec Gary Lasky. Bonjour à toi. Salut Bonjour Gary. à vous. Alors, comment on te présente, Gary, déjà? Je peux dire que je suis philosophe. J'ai fait un doctorat en philosophie. Sur quel sujet? Sur le design et la philosophie de l'histoire. En disant que en fait l'histoire des 2 derniers siècles pouvait être représentée, existait réellement sous la forme du design, qui était la forme de la production industrielle et numérique. Voilà. Et donc, comment est-ce que, quelque part, l'époque était designée, on peut dire ça comme ça? L'époque était designée. Non, mais j'essaie de... Non, c'est-à-dire que les gens se rendent souvent pas compte que 99% de l'environnement matériel, donc ce qu'on appelle la réalité, est faite de choses, est faite de produits industriels, c'est-à-dire fabriqués en atelier à la chaîne, identiques, et qui sont dotés d'un certain style. Et donc qui a une raison à la forme des objets, et que cette raison correspond à des besoins. Voilà. Donc qui ne sont pas forcément des besoins immédiats, mais qui sont aussi des besoins qui correspondent à des attentes et qui essayent de régler des problèmes sociaux. Et donc le design est la réalité historique des 2 derniers siècles. Sauf que les philosophes s'y intéressent pas du tout en général, ou très peu, même si ça arrive un peu maintenant, mais les philosophes s'y intéressent pas tant que ça, pour la simple et bonne raison que le réel ne les intéresse pas tellement. Donc moi j'ai fait une thèse un petit peu à contre-courant, et du coup je suis pas devenu enseignant à l'université. Alors tu attaques déjà très fort quand tu dis que les philosophes se foutent un peu du réel. En général. Bon, tu peux pas dire ça comme ça sans que je te pousse un petit peu. Alors vas-y, explique-nous ce que tu veux dire par là. C'est-à-dire que après c'est surtout une question institutionnelle, si j'ose dire. C'est-à-dire que la philosophie est créée, est faite à l'université. C'est une philosophie qui est universitaire. Et c'est comme ça depuis 1000 ans quasiment qu'existent les universités. Le problème, c'est que on crée aussi de la reproduction, on crée aussi des gens qui reprennent des thèses d'autres gens, qui disputent les thèses d'autres gens, etc. Et donc du coup, il y a une difficulté, c'est que la réalité elle existe, et que être autorisé à parler de la réalité en tant que telle, et pas juste à parler d'autres philosophes, ça demande d'avoir déjà une certaine réussite universitaire. Donc c'est un petit peu contradictoire. Donc il y a cette idée en fait que ce que tu critiques, si je comprends bien, c'est l'autorisation de l'appareil d'État qui avalise telle ou telle personne pour être autorisé à parler de la réalité via l'obtention des diplômes quelque part. Donc fatalement, de par cette position, tu te mets en porte-à-faux avec l'université qui t'a certifié quelque part. Oui, un petit peu. Après, c'est vrai que j'ai eu la chance d'être dans une université qui était un peu en périphérie, géographiquement et intellectuellement, et donc qui m'a laissé aussi une certaine liberté, de dire ce que je voulais, parce que de toute façon, en gros, pour avoir une carrière universitaire en France, faut passer par l'école normale supérieure. Donc, et ça, la situation s'est encore aggravée à partir des années 2000 parce que justement, ça s'est refermé. On a décidé qu'on n'allait plus former que les gardiens du temple, et qu'en gros, les sciences humaines n'étaient pas utiles pour la société, que la société n'avait plus à avoir conscience d'elle-même. En gros, il fallait juste qu'elle soit fonctionnelle économiquement parlant, et par conséquent, il y a une vraie fermeture sur soi de l'université qui fait que lorsqu'on fait sa thèse, sans avoir été à l'école normale supérieure, donc l'ENS, et sans avoir en plus été à la Sorbonne, j'ai été à la Sorbonne mais j'ai pas fait ma thèse là-bas, fait qu'on a une certaine liberté tombe, vu que universitairement on n'existera jamais. Donc c'est ça que tu veux dire par périphérie universitaire. Exactement. Après, moi j'ai fait ma thèse avec une professeure qui s'appelle Chantal Delsol, qui est quelqu'un que j'apprécie énormément, et qui pour le coup est une philosophe, mais qui a réussi aussi à passer un petit peu entre les gouttes à une époque, parce qu'elle n'est pas forcément dans la doxa universitaire classique, mais elle a réussi à passer entre les gouttes parce que à l'ouverture des universités dans les années 80, il y a un plus grand recrutement. Quand on a décidé de faire de très grandes universités sous le mitterrandisme, il y a eu un plus grand recrutement, et donc il y a pu y avoir un peu une diversité dogmatique, je veux dire idéologique. Après, il faut voir aussi que Descartes, par exemple,
fin 16e, début 17e siècle. Hein. Descartes écrit ses premières œuvres au 17e siècle, et il est né au 16e. Descartes était complètement à l'encontre de la philosophie qui se faisait à l'époque. C'est vraiment quelqu'un qui est un révolutionnaire en soi, hein, et qui met par terre vraiment toute la philosophie médiévale. Et donc, de fait, Descartes n'a pas enseigné à l'université. C'était un... Alors, je ne sais pas s'il était haï en France ou pas, mais il a passé une bonne partie de sa vie en n'étant pas en France. Il a fait, entre autres, été mercenaire, et donc il a fait plein de métiers. C'est un très bon bretteur, d'ailleurs. Voilà, c'est un très bon bretteur. Voilà, un dualiste. Et donc, non, c'est quelqu'un de remarquablement intelligent, mais du coup, il n'a pas été universitaire. Et à part dans la philosophie allemande, généralement, les grands philosophes ne sont pas des universitaires. La philosophie allemande fait un peu exception de ce point de vue-là, mais c'est vrai que moi, c'est quelque chose d'assez classique. Donc, faire de la philosophie à part l'université, pour moi, ça me paraît être un petit peu sain. Je ne veux pas vous dire, après, je respecte l'université, j'essaie de tenir compte des débats universitaires, mais bon, je pense qu'il y a un moment... Il faut prendre du recul. Moi, il y a un sujet que je vais traiter bientôt dans mon podcast. J'ai un podcast qui s'appelle La guerre culturelle. Et vraiment, il y a un sujet qui me tient à cœur. C'est on voit aujourd'hui que Trump a réussi aux États-Unis. On se pose la question en France, pourquoi des idées qui sont un peu plus hétérodoxes par rapport à l'orthodoxie qui est vraiment devenue la gauche post-mitterrandienne, n'arrive pas à émerger. Il faut voir aussi que l'université américaine, ça a toujours été quelque chose fait pour canaliser les intellectuels, pas pour en faire quelque chose. Ils ont des revues, l'armée américaine a des revues, l'État profond américain a suffisamment de gens qui travaillent pour eux, mais le monde universitaire américain a une fonction de stérilisation de la pensée. Pour moi, hein, après, mais je dis la même chose, moi, sur ma chaîne, ça vous renvoie directement à la vidéo 78 sur ce que la psychologie universitaire oublie. Là, tu nous dis exactement la même chose dans le domaine de la philosophie. Mais bon, c'est pas pour rien que je l'invite en même temps. Non, et du coup, c'est vrai que quand en fait, il y a eu un tour de passe-passe au début des années 2000, en gros, avec le classement de Shanghai. Et en fait, la philosophie, l'université américaine est devenue, avec le soutien des Chinois, hein, beaucoup, le classement de Shanghai, est devenu le parangon universitaire mondial. Comme l'anglais est aussi la langue de communication mondiale, ça s'est fait comme ça. Et donc, on s'est retrouvé avec une université des sciences humaines européennes qui ont dû se calquer sur le modèle américain, alors que les États-Unis étaient inférieurs intellectuellement, et volontairement, étaient volontairement inférieurs intellectuellement à l'Europe. D'où un vrai complexe d'ailleurs, et puis j'avais pas prévu qu'on parle de ça, mais d'où aussi une espèce de chasse aux sorcières vis-à-vis de la psychanalyse aussi. Ah oui ? Du coup, puisque la psychanalyse ne rentre pas dans des standards justement qui se veulent universitaires par définition, elle est tombée en désuétude aussi à cause de ça quelque part. Donc, je l'ignorais totalement, okay. Mais... je pense qu'on peut dire ça sans... Mais de toute façon, tout ce qui rentre pas dans les standards américains, en gros, n'existe pas. Donc en philosophie, c'était la défense de philosophie analytique, et... bref, tout un domaine qui aujourd'hui a été complètement dépassé par le wokisme, qui est arrivé... Alors, parce que quand même, parce que tu es l'auteur de... On va quand même parler, donc Kraken, système politique de l'ère numérique. Voilà, de toute façon, je vous mettrai le lien dans la description, dans lequel tu fais une espèce de synthèse, on pourrait dire. Hein. Moi, pour moi, parce que je viens de le finir là, j'ai encore 5 pages à lire, j'ai quasiment terminé. Pour moi, c'est un bon ouvrage de synthèse, pour reprendre les mots de Alexis Haupt, je m'attends ton regard. Je trouve que c'est un excellent livre pour des gens qui sont complètement restés coincés dans le médiavers. C'est-à-dire que... Non, mais parce que je t'avais pas encore dit ce que je pensais de ton livre, je t'avais dit que je te le dirais en direct. Moi, je vais l'offrir à ma maman.
Ah, tu vois, d'accord. tu vois, j'ai dit maman, il faut que tu parce que Alexio, ce qu'il développe, c'est cette idée de ça rejoint un peu les inframondes, moi dont je vous parle dans Hypnomachie, c'est-à-dire l'idée d'un monde sous hypnose dans lequel on ignore tout du réel, enfin ce que tu dis aussi avec tes mots dans l'ouvrage. Et pour moi, c'est vraiment un bon, c'est pas un abécédaire, j'allais dire, mais un bon ouvrage de synthèse pour avoir ta ceinture marron de je sors du Mediavert, quoi. Non mais en gros. Tout à fait. Je voyais pas. C'est vrai que moi j'avais plutôt tendance à parler d'envoûtement. Oui. J'ai vraiment eu l'impression, mais c'est aussi ce livre, c'est un livre de philosophie politique, mais qui vient d'une expérience qui est celle que j'ai eue pendant le confinement, la crise sanitaire, etc. Je sais pas quel terme on a le droit de dire sur YouTube maintenant vis-à-vis de ça. Tous sur ma chaîne, tu dis ce que tu veux. Ah d'accord. Non, parce que parfois au niveau du référencement, YouTube est assez... Oui, ouais. mais voilà, mais on fait pas des vidéos pour être bien référencé ici, on fait des vidéos pour avoir de la liberté de ton, et elle est totale. Voilà. Okay. Donc après c'est toi qui vois si t'as envie de... Non, évidemment. Après, non, je veux pas non plus dire tous les mots interdits, mais en gros, il y a eu l'histoire des injections expérimentales, il y a eu... des choses qui n'ont pas été belles à voir, hein, des comportements qui ont été compliqués, et beaucoup de questions qui se posaient à l'époque sur l'idée que le gouvernement avait un comportement sectaire, que ça commençait à ressembler à du totalitarisme sans utiliser vraiment les codes classiques du totalitarisme, c'est-à-dire que on voyait pas non plus des gens porter beaucoup de symboles, il n'y avait pas tellement de symboles qui étaient arborés, parce que les symboles c'est un peu inquiétant, parce que les symboles ça fait réagir. Moi j'ai eu l'impression qu'on essayait de nous imposer, donc il y avait ce qu'on appelle un glissement totalitaire, c'est-à-dire on essayait de nous imposer petit à petit par des normes, par des ballons d'essai, par des ballon d'essai la notion de ballon d'essai qui est peu connue en France, ça fait presque québécois moi quand j'entends ballon d'essai, c'est ce qu'on appelle les nudges. Voilà, non parce que je dis parce que autant vous avez l'habitude parce que vraiment ma communauté a l'habitude de tout ce qui est psychologie de l'influence, de tous ces trucs là, donc tu peux y aller, mais le ballon d'essai, je dois dire qu'il y a un petit relent québécois. Le ballon d'essai, non, j'aime bien, en fait ce qui se passe c'est que on va vous dire par exemple, c'est la stratégie bien connue, j'en parle à la fin du livre, d'Édouard Philippe, qui passe dans je crois que c'était à l'ESSEC ou dans une université, dans une école de commerce, et il dit on a essayé ça et ça passe, on a essayé et ça passe. Et en fait, disons les choses, ça fait partie d'une stratégie, c'est-à-dire il y a ce qu'on appelle le ballon d'essai. Le gouvernement va vous dire quelque chose qui va paraître aberrant au premier abord, ou choquant, ou qui va empiéter sur vos libertés publiques, quoi qu'il advienne, hein. Donc bientôt il va falloir manger des insectes, bientôt il va falloir, je ne sais pas, abandonner le logement individuel, bientôt il va falloir rouler à 80 km/h. Pardon, je fais une parenthèse, tant que tu parles des insectes, je vais vous mettre ici les différents logos et les différents numéros qui, comme ça si vous voulez comme moi, parce que depuis qu'ils ont légalisé ça, moi maintenant je regarde quand je fais mes courses, et j'ai échappé donc à quelques petits grillons grillés, donc si ça vous intéresse, je vous mettrai ça au montage. Voilà, et non, merci de faire ce travail, et donc on se retrouve avec, ils vont vous dire par exemple, j'ai une bêtise, 80 km/h, et puis ils vont vous dire, on va mettre ça à l'essai dans quelques départements, par exemple. Et puis, ensuite, il va y avoir la stratégie du choc. On va vous dire, soit il va y avoir un fait divers, soit il va y avoir une hystérie médiatique qui va être mise en place de façon un petit peu artificielle. Et donc, ça va permettre au gouvernement de dire, attendez, on a déjà testé ça, on vous avait déjà mis des puces sous la peau, on avait déjà interdit le logement individuel, enfin, plein de choses, de toute façon, qui servent à vous asservir, globalement, hein, et on va mettre ça en place, et comme ça, on va ajouter des normes. Et de norme en norme, en fait, les libertés publiques vont être complètement étouffées, et vous allez, en fait, devenir peu à peu un esclave. On est dans la grenouille qui voit pas le dos chauffer, quoi. Exactement. Parce que là j'ai vu en octobre, il y a l'euro numérique qui arrive. Ouais. Alors j'imagine qu'ils vont pas supprimer le cash en même temps, ils vont le mettre à l'essai, comme tu viens de dire. Et après, ils vont vous dire, il y a une crise économique, donc en fait, il va falloir l'adopter parce que le cash, ça pose problème. Alors après, ils vont voir si les gens vont manifester, les gens vont... Parce que la seule chose que craignent ce type de gouvernement,
c'est l'émotion populaire. Et après coup, l'émeute. Enfin, émotion, émeute, c'est vraiment la même étymologie. Et donc, vraiment, ce qu'ils craignent, c'est le mouvement populaire parce que ils craignent plus la démocratie. Ils ont différentes techniques qui leur permettent déjà de conditionner l'électorat de façon à gagner les élections. Donc, ils n'ont pas trop besoin de ça. Mais pour revenir sur avec ta mère et de sortir de cet envoûtement médiatique, on est vraiment dans une société qui essaye vraiment d'obscurcir notre jugement et qui, par ce glissement totalitaire, essaye de nous faire échapper, de nous mettre dans une nouvelle normalité. Tu avances un certain nombre de concepts, l'état-prison, la pseudarchie, etc. Parce que au départ, il y a ce paradoxe qu'on a tous relevé il y a 2-3 ans, qui se dit, mais non, pourquoi deux paradoxes. Pourquoi notre gouvernement est toujours aussi mauvais, et pourquoi il reste en place. Et pourquoi est-il aussi, en même temps aussi bon, aussi efficace pour nous prendre de l'argent. Quelque part, il fait bien son boulot. Ouais, quelque part, il fait bien son boulot. Et donc, il y a toujours ce paradoxe entre l'efficacité, l'inefficacité, le ridicule, le sérieux. Et à un moment, on se dit, attends, c'est pas possible. C'est-à-dire que on donne de l'argent, il y a des gens qui nous prennent beaucoup d'argent, qui sont des bouffons, hein, proprement parler, parce que c'est du spectacle. Puis en même temps... Pardon, mais tu cites énormément Guy Debord, la société du spectacle, c'est vraiment une des références redondantes dans ton ouvrage, voire probablement celle qui t'a le plus influencé. Est-ce qu'on peut peut-être en dire deux mots pour les gens qui n'ont pas eu la chance de lire la société du spectacle? Non, enfin, tu vois, et puis même pas forcément vu par toi, en tout cas, tu vois. Après, Guy Debord, c'est un petit peu complexe. Mais j'ai des followers très intelligents. Guy Debord est vraiment l'un des promoteurs de mai 68. Hein, donc, je sais que chez certains, ça va tout de suite donner de l'urticaire. Voilà. C'est un mouvement qui s'appelle le situationnisme. Après, ce qu'a vu Guy Debord, c'est que à partir du moment où on commençait à avoir des écrans partout, et que les écrans dictaient, en gros, les distinctions sociales, donc ça veut dire dictaient la place des uns et des autres dans la société. Vous avez une voiture de sport, vous êtes au-dessus, vous avez tel polo, vous êtes au-dessus. Alors aujourd'hui on est un peu moins dans ce côté matériel, mais on est plus dans t'as tel iPhone. Oui, voilà. On y est moins. Putain, sur Instagram, je vois les nanas qui se font refaire les seins et qui ont l'iPhone 42. Enfin, je veux bien que ça m'intéresse, que tu dises. À quoi tu penses quand tu dis qu'on y est moins? Non, je le vois pas. C'est plus les mêmes critères, quoi. C'est plus les meubles, c'est plus la voiture de sport, c'est plus, voilà. C'est aujourd'hui, avoir une voiture de sport, c'est être à un niveau où de toute façon vous ne regardez plus la publicité. Voilà. Donc, si vous avez une Corvette ou une Aston Martin, bon, je vous parle même pas d'une Bugatti, vous commencez à être des niveaux où vous avez autre chose dans la vie. Vous êtes un émetteur et plus un récepteur. Voilà, exactement. Mais bon, à l'époque, on mettait en place ça. Et donc, ce que dit Guy Debord, c'est que on arrive dans une société où les valeurs nous échappent. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait les valeurs, qu'est-ce qui dicte la société, qu'est-ce qui produit la société, qu'est-ce qui produit les rapports humains. Tu veux dire la construction même des valeurs nous échappe. La construction même des valeurs nous échappe. Et donc, en fait, notre société est mise dans le mixeur de la télévision, et puis elle est mélangée, et en fait, nous n'avons plus qu'une bouillie de valeurs, en fait. Et je fais ça en très très gros. Non, mais donc mais justement, on peut même y aller, parce que je te dis vraiment, ils ont l'habitude. Ma communauté, mais dans le sens où la colonne, est-ce que tu veux dire par là, enfin tu me dis si je trahis ce que tu dis ou pas, mais que c'est comme si la colonne vertébrale en fait de valeurs qui passent par la famille et par les fonctions paternelles était presque réduite en bouillie en forme steak haché dans une bouillie multiculturaliste dans laquelle les différents pères qui autrefois auraient pu s'affronter lors de conflits armés finissent mélangés dans un steak sociétal indifférencié quelque part. Alors j'aurais pas été aussi précis que toi, mais la question c'est même dans l'autodéfinition de soi, même dans l'autodéfinition de la fonction de père, avant on était père comment? On était père par rapport au père qu'on avait eu, par rapport au père qu'on avait vu, par rapport à des modèles culturels qu'on avait observés, qu'on avait eu le temps de méditer parce que il y avait le réel, il y avait la méditation sur le réel. Il y avait un tempo plus lent aussi, justement. Un tempo plus lent.
une ambiance culturelle, et quand on voyageait, il y avait un vrai dépaysement du coup, parce que on allait voir des cultures différentes, des rapports entre les gens qui étaient différents, etc. Maintenant, nous dit Guy Debord, la société est refabriquée à travers la télévision, c'est-à-dire que quand, je crois que c'est Greg Toussaint, je crois bref, un youtubeur qui disait, lui il est noir, et il dit, c'est à la télévision pour la première fois que j'ai vu une famille noire fonctionnelle. Et donc, c'est-à-dire que en fait, on a des modèles. C'est-à-dire qu'à travers l'écran nous fixe des modèles. Et toute la société se reconstruit à travers les modèles des écrans. Donc l'écran devient le prescripteur unique quelque part. Exactement. Et les curés, les imams ou les pères de famille sont déchus en fait de leur rôle de père et l'écran s'y substitue. Alors, rôle de père, mais... symbolique, je veux dire. C'est père symbolique, mais on va avoir ça dans tous les niveaux de la société. Et en fait, même le passé ne va plus exister. Enfin, même le passé, pour beaucoup de gens, pour la plupart des gens, c'est-à-dire que quand on vit dans une grande ville, on peut aller voir les monuments, ou si on vit à la campagne dans une ville qui est ancienne, avec une église ancienne, etc., on peut voir l'ancienneté. Mais tous les autres gens vont estimer ce qui est ancien, estimer le passé, la profondeur du passé, que à travers les écrans. Et ça nous amène à Jean-Michel Apathy qui dit qu'il faut raser le palais de Versailles. Voilà, exactement. Si un jour je suis élu président de la République, savez-vous quelle est la première mesure que je prendrai? Je raserai le château de Versailles. Et donc, bien sûr, il y a ce nihilisme qui arrive, mais du coup, en fait, qu'est-ce qui est vrai dans la société? Parce qu'on parle de médias, parce que médias, ça veut dire, c'est l'inverse de immédiat. Hein. L'immédiateté, c'est ce qui est direct. D'accord? Et le média, c'est ce qui médiatise, c'est ce qui fait tampon. Donc, quand on vous dit les médias, c'est parce que les médias reproduisent quelque chose. Quand on nous dit ceci est le présent, par exemple, je vis dans le présent, en fait, c'est pas un présent. C'est-à-dire qu'on a le journal télévisé qui fait une synthèse de tout ce qu'il estime être important et qui va nous rendre ce présent et va nous dire ça, c'est le présent. Aujourd'hui. Pardon, parce que dans le livre, tu dis quelque chose qui m'a particulièrement marqué, que j'ai trouvé très très bien dit. Je ne vais pas tout dévoiler non plus. Non, mais à un moment donné, tu dis il y a à peu près. Aux alentours, selon comme on compte, autour de 3000 manifestations par an dans Paris. Et donc, ce qui fait donc 10 par jour, quoi, plus ou moins. C'est ce que... Vas-y, je te laisse le dire, peut-être, du coup. Non, moi, c'est ce qu'on m'avait dit c'est ce que me disait mon professeur d'économie quand j'étais au lycée. Or, les médias, ils en parlent de maximum 3 par jour, dans le meilleur des cas. Oui. Ce qui fait qu'il y a forcément un biais de sélection médiatique, avec une oblitération de tout un pan du réel, avec un choix. Forcément, c'est-à-dire que, et par exemple, quand on habite, justement, moi j'habite pas très loin de Châtelet et de République, donc, quand je suis sur Paris, et là, pour le coup, il y a énormément de manifestations qui se font. Et parfois, il y a des manifestations de 50 personnes ou de 100 personnes. Donc, on va avoir les médias, quand ils sont proches de certains pouvoirs, etc., qui vont mettre ça en valeur, qui vont dire « Ah, attendez, par exemple, quand vous avez un meeting d'Anne Hidalgo pour la présidentielle de 2022, on voit des plans qui sont pris avec des angles improbables pour essayer de faire croire qu'il y a du monde alors qu'il n'y a personne. Et par contre, on va se retrouver, et idem pour les meetings de Macron, d'ailleurs depuis le départ, si vous regardez même lors de la première campagne de 2017, il y avait très peu de monde dans les ça a été une campagne entièrement artificielle. Au passage, voici un procédé de manipulation intellectuelle absolument classique du XXIe siècle. Nous avons ici, par exemple, un site qui s'appelle Les Observateurs, qui a fait un article justement sur ces faux bains de foule organisés par la Macronie, titré « Ces images ne montrent pas un faux bain de foule organisé pour Emmanuel Macron le 16 février ». Et quand on lit l'article, on se rend compte qu'en effet, ça n'était pas le 16 février, mais donc, paraît-il, le 11 septembre 2017. C'est un procédé de manipulation extrêmement grossier dans lequel on essaye d'amalgamer donc
deux notions en une seule pour faire croire que parce qu'on a débunké la date, on aurait débunké ce qui nous intéresse réellement, c'est-à-dire est-ce que bel et bien il y a 3 clampins payés au lance-pierre à chaque fois que Macron se déplace et absolument pas la France derrière lui, ce qui est bel et bien le cas. Ce mec ne rassemble plus personne. C'est extrêmement malhonnête et on retrouve ici toujours le même pattern des demi-habiles, c'est-à-dire de bloquer sur le doigt, c'est-à-dire la date, alors ce qui nous intéresse ici, c'est la Lune. Y a-t-il ou non vraiment absolument plus personne qui se déplace pour Macron? Et évidemment qu'il n'y a plus personne, et depuis très longtemps. Je vous parle même pas de la campagne de Joe Biden, où là, ils arrivaient même pas à trouver suffisamment de figurants. Donc bon, on est vraiment dans une construction artificielle. Donc moi, j'ai voulu un peu reconstruire ça. Après, aussi dire qu'on vivait en fait dans un régime politique, j'appelle la pseudarchie, c'est-à-dire un régime du faux. C'est-à-dire que c'est vraiment important de nous égarer, de nous faire perdre confiance dans la politique, de tourner en dérision les politiques. On a vu Emmanuel Macron dans Pif Gadget. C'est ça, tu en parles aussi dans le livre. Voilà, on l'a vu dans Pif Gadget, on a vu Marlène Schiappa et écrire des nouvelles érotiques. Écrire, oui, après, soit pornographe de profession, moi j'ai rien contre, mais qu'elle montre ses seins sur la couverture de Playboy, alors qu'elle est ministre en exercice, je trouve ça un tout petit peu plus gênant. Voilà. Et donc on se retrouve un peu, en fait, on se retrouve dans ce gouvernement qui est là, en fait, pour nous faire croire qu'il défend notre intérêt, alors que finalement, on a fini par perdre de vue quel était notre intérêt en tant que citoyen français. Quand on dit, attendez, y a des problèmes économiques dans ce pays, et on dit, pour les résoudre, il faudrait peut-être faire preuve d'un petit peu de protectionnisme, il faudrait peut-être appuyer sur tel levier, ouvrir tel autre. Par exemple, ouvrir un petit peu le problème de la fiscalité, par exemple, parce qu'on est arrivé quand même à des taux de fiscalité qui sont spoliatoires, comme dirait l'autre. 58,2%, voilà. Ça augmente tous les ans. Donc, il y a un moment, et en fait, on nous dit, oui, mais votre intérêt, c'est quoi ? Et en fait, tout de suite, ils repartent sur du sentiment. Tout de suite, ils essayent de vous culpabiliser. En fait, on perd même de vue, alors ça, c'est pas dans le livre, mais on perd même de vue quel est notre intérêt en tant que citoyen. La nation, c'est juste bon quand il s'agit de faire la guerre en Russie, sinon c'est mal, c'est le diable, quoi. À un moment donné, tu dis justement que leur but en faisant ça, c'est de ridiculiser la notion même de politique, au sens de police, la vie de la cité, de ridiculiser la fonction jusqu'à ce que les individus n'aient plus aucune envie de se grouper pour construire ensemble. Je pense que ça a déjà été testé aux États-Unis, parce qu'il y a déjà des scores aux États-Unis depuis 40-50 ans très très faibles au niveau de la participation publique, la participation en termes de vote. Dont on parle pas dans les médias d'ailleurs. Non. Non, parce que moi je ne savais pas, mais ça m'étonne pas. Non, aux États-Unis, je crois qu'il y a moins de la moitié des gens qui votent. Alors ça a un petit peu changé pour les élections présidentielles, parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait vraiment des enjeux de société considérables entre Biden et Trump. Mais sinon, et donc les gens sont un peu repartis dans les urnes. Néanmoins, je crois que quand on prend l'ensemble des votes, même pour l'élection américaine, on doit arriver à 140-150 millions d'électeurs. Ah oui, ce qui est pas lourd. Ce qui fait même pas la moitié de la population. Mais est-ce que quelque part, parce que d'un certain point de vue, il y a les gens qui se rendent de plus en plus compte de la mascarade et qui refusent et qui boycottent le système. Donc de toute façon, ces choses-là vont non de cesse que de diminuer avec le temps. Donc ils essaient de maintenir un âne mort en vie voilà. Donc mais en même temps, tu décris quand même quelque chose d'assez funeste dans le livre. Il y a vraiment non mais je veux pas dire que le livre est négatif au sens de, mais en tout cas, il y a quand même un diagnostic qui est assez plombant quand même, tu vois. Alors, plombant, non, je partage, hein. Après, la question, c'est justement, moi, le but, c'est vraiment de libérer les gens. Je pense que la philosophie a vraiment ce but de libérer les gens. Après, la philosophie politique, il faut qu'elle soit lucide. Et elle commence. Un des grands auteurs de la philosophie politique, c'est Thomas Hobbes, le Léviathan,
qui reprend une phrase d'un auteur latin qui s'appelle Plaute, enfin un dramaturge, qui dit « L'homme est un loup pour l'homme, homo homini lupus ». Et donc, il faut savoir que dans une société, l'homme est un loup pour l'homme. Et nos hommes politiques ne sont pas bienveillants. C'est parce que nous les contraignons, parce que nous les surveillons, parce que nous leur mettons le couteau sous la gorge, parce que nous leur disons qu'ils travaillent pour nous, parce que normalement l'État est l'instrument de notre liberté, hein. Tu crois à cette connerie? Non, c'est un principe. Ah oui, en théorie. En théorie. Tu sais, tu peux y aller. Hein. Je veux dire, moi, ça fait 10 ans que je les vaccine. Enfin, franchement, non, mais pour moi, c'est un principe. Sauf que Ouais. c'est un principe, à partir du moment où ce principe est fixé, on peut s'en éloigner. Et, enfin, l'État, lui, a tout intérêt à s'en éloigner. Et il s'en est tellement éloigné qu'on ne le voit même plus. Donc, quand vous dites à l'État, si vous allez aux impôts et vous leur dites mais c'est pour moi que vous bossez, ils sont morts de rire. Ils sont morts de rire. Donc, du coup, c'est pas pour moi, pardon, mais pour moi, c'est juste la rationalisation de pulsions agressives. Mais genre, ça tient pas debout de 2 minutes. Enfin, genre, tout ça est une fiction terrible qui n'a aucune cohérence logique. moi, je crois assez dans les, enfin, je crois dans l'État, hein, mais je pense que, enfin, soit on adopte l'idée qu'il y a un État, et donc l'État doit être au service du citoyen, soit, normalement, il n'y a pas d'État. Donc, Tu prêches un converti, hein, mais en tout cas, moi, je ne crois pas qu'on puisse se débrouiller, enfin, en tout cas, tel que la nature humaine est sans État, malheureusement, et donc, il faut faire avec cette chose-là, ce monstre, hein. Hobbes utilise le Léviathan, et moi, du coup, j'ai parlé du Kraken, parce que, en fait, cet État est complètement retourné contre nous. Et du coup, il faut en prendre conscience, et justement pour s'en libérer, et pour trouver aussi d'autres institutions qui sont capables de parer à ça. C'est le gros problème, c'est-à-dire que souvent quand on entend les intellectuels parler, les intellectuels français, qui sont bien installés, qui passent à la télévision, quoique il n'y ait plus tellement de débats à la télévision qui sont intéressants, mais quand on voit les intellectuels français, il réfléchit encore avec des institutions comme s'il était avant la Seconde Guerre mondiale. Sauf qu'il y a la société de consommation qui est passée, on est passé à la société numérique, et que on n'a pas d'institution pour faire face à la société numérique. Et donc, la société numérique a complètement subverti les anciennes institutions, et donc, c'est facile, en fait, comme tous les gens qui sont au pouvoir, parce que c'est une puissance, le numérique, et c'est ce que nous enseigne Debord. Debord dit la société du spectacle, c'est le moment où l'argent s'accumule à un tel point, donc le capital, c'est-à-dire le pouvoir, s'accumule à un tel point qu'il devient image. Parce que c'est la puissance, grâce aux images, de produire l'esprit humain, de produire information, c'est-à-dire donner forme, informer. Donc on donne une forme à notre esprit. Quand on regarde sur les réseaux sociaux, quand il y a l'algorithme, quand il y a le fil, etc., quand on regarde la télévision, le zapper, les différentes chaînes, tout ça sont des possibilités qu'on nous donne, mais ensemble ça forme un horizon, et à part en lisant des livres, on ne peut pas sortir de cet horizon de l'image. Et donc, on se retrouve face à ça, et donc c'est à nous aussi de réfléchir, c'est à nous aussi de lutter contre cette société numérique. Je suis franchement admiratif des Américains, mais à mon avis, il y a aussi une bonne part des milieux économiques américains qui sont pour quelque chose, que les Américains aient été capables de dompter l'outil numérique pour reprendre en main leur destin. Ce qui s'est passé avec l'élection de Trump. En fait, à partir du moment où on se rend compte des mécanismes qui sont à l'œuvre, on peut en sortir, et on peut imaginer une société nouvelle. Ah, alors ça, c'était quelque chose où je voulais t'en parler un petit peu, Ouais. on en parlait en off tout à l'heure. Ouais. Parce que l'autre jour, moi, j'étais en interview sur la chaîne du Bunker, et je vous mettrai aussi le lien en description puisqu'on en parle. Et à un moment donné, on me dit, est-ce que tu aurais des conseils pour nanani nanana? Et moi, en gros, je lui dis, j'ai pas de conseils, parce qu'un conseil, c'est toujours prescrire un comportement, or le remède de l'un est le poison de l'autre. Et donc, du coup, ça va aider un tiers de l'audience va dire ouais, et un tiers de l'audience, ça va devenir un poison, et parce que justement, on devient un totem et une nouvelle image dans le sens que tu dis, quoi. Donc, en fait, on pérennise le système que tu dis, et moi, ce que je dis, c'est justement ce que j'essaie de transmettre, c'est plutôt de s'écouter, de revenir à une présence, à soi et à l'instant, justement,
qui peut inviter à décrocher un peu de la société de l'image pour revenir dans un être juste qui entraîne ensuite une action juste, mais qui passe pas par le mental au mental et par le conceptuel. Mais là, je vais essayer de trahir un petit peu ça pour essayer de proposer quelque chose. Je voudrais bien voir toi ce que tu en penses aussi, parce que tu me disais tout à l'heure que tu étais en train d'écrire un nouvel ouvrage aussi, plus orienté solution, peut-être, que celui-là qui est plus un diagnostic et puis avec plein de philosophie politique. Sachant que là, ce qui se passe, c'est l'individualisme qui est en train de tuer le lien social, quelque part, une forme d'atomisation des individus qui sont seuls face à leur écran et qu'on peut aiguiller et dont le psychisme est fragilisé justement à cause de cette solitude, par opposition à une vie de clan, je veux dire. Là-dessus. Donc, l'idée, ce serait de recréer du lien social vraiment à échelle locale, mais que ce ne soit pas un lien social imposé, parce que sinon on revient dans des sociétés traditionnelles dans lesquelles tu dois forcément te faire vivre avec ton frère, ta sœur, tu vois, et des fois ça gonfle, donc il faut quand même prendre les bons aspects aussi du capitalisme, qui est celui de pouvoir dire fuck, comme dirait Étienne Joire. Avec lequel je suis en général pas d'accord. Mais je vous renvoie aux 5 heures d'entretien que j'ai eu avec Étienne. D'accord. Là-dessus, mais de pouvoir recréer grâce à la technologie de type crypto-monnaie, justement, qui permet d'échapper au contrôle du Kraken et au contrôle de l'État, de pouvoir recréer, moi je dis, des mini-sociétés, des mini-groupes humains liquides, c'est-à-dire que si quelqu'un veut se barrer, il se barre quand il veut, enfin, il y a un peu comme une association, si on a envie de rendre son tablier, on rend son tablier, donc. Mais globalement, des gens qui sont d'accord pour interagir de manière privilégiée ensemble, dans un rapport réhumanisé, qui peuvent échanger de l'énergie entre eux via un système de crypto interne, c'est-à-dire, ça va être des mini-cryptos, donc c'est jamais ce qu'on fait les selles, etc., avec le système des plumes et tout ça, avec cette idée-là, et avec un fonctionnement sociocratique. Ce fonctionnement-là permettrait d'échapper totalement à la mainmise de l'État, de réinstaurer des échanges marchands de services, d'énergie et commerciaux sur lequel l'État n'aurait aucune possibilité d'imposition et de comptabilité, de recréer du lien social par quelque chose de proximité, tout en conservant les avantages du capitalisme, c'est-à-dire une forme un respect des frontières et le fait de ne pas être assujetti à des pères symboliques, que ce soit le père vraiment génétique ou des pères de type religieux, idéologique ou autre, et en laissant l'individu ayant la pleine jouissance de sa souveraineté. Ah ouais, ça c'est bien libertaire, ça. Oui. Non, après, Toi, t'es plus étatiste, on sent. Non, en fait, la question, c'est que... moi, pour ma part, hein, je suis vraiment... pour le coup, je suis quelqu'un de très républicain. Et donc, pour moi, la République, c'est la nation. Voilà. Et d'autre part, il y a vraiment l'aspect aussi de la liberté individuelle. Donc, normalement, chez Jean Bodin, qui a inventé un peu le républicanisme français, au XVIe siècle, les 7 livres de la République, je vous incite à le lire, c'est en livre de poche. Donc, voilà. Et la première phrase, il dit « L'État, c'est un ensemble de ménages qui décide, parce qu'à l'époque, l'homme représentait son ménage, et puis un homme, c'était quelqu'un qui avait une famille, quoi. Et donc, c'est un ensemble de ménages qui décide de faire une association. Voilà. Et qui décide de se gouverner en disant, bon, comme Dieu gouverne le monde, nous, on va se donner quelqu'un pour nous gouverner, nous, et en fait, il va nous représenter parce que il va représenter notre liberté, notre capacité de décision. Donc pour moi, il y a ça. Mais il faut aussi, rétrospectivement, je sais pas, réciproquement, il faut vraiment observer aussi que l'homme doit être souverain chez lui. Et ça, c'est la base de la République. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une distinction entre ce qui est public, c'est-à-dire je me donne un chef, et ce qui est privé, je suis chef chez moi. Sauf que par définition, moi, une des énormes incohérences que je vois à ça, c'est que ça présuppose que tous les individus souverains libres seraient d'accord pour être républicains. Or, c'est pas le cas dans les faits. Après, la République, c'est une position qui est rationnelle. C'est-à-dire qu'on te dit, en fait, pour t'auto-gouverner, il faut que tu aies une volonté. Donc, il faut que cette volonté soit une. Donc, voilà. Après, personne n'est obligé de vivre en République. Si tu veux t'en aller, tu t'en vas. Voilà. Maintenant,
enfin, dans le code, par exemple, de Napoléon, il y avait l'idée romaine de pater familias, hein, de père de famille. Et donc, l'idée que, en fait, chez soi, on était maître chez soi. Et d'ailleurs, c'est pour ça que aujourd'hui on a une députée qui est totalitaire, hein, alors la personne de Sandrine Rousseau, qui nous dit... J'avais deviné à qui tu pensais avant même que j'allais dire Sandrine Rousseau. Bah oui, de facto, comme qui dirait. Donc on est avec quelqu'un qui nous dit le privé appartient à l'État. À partir du moment où on dit ça, ça veut dire en fait vous n'êtes plus citoyen, vous êtes des marionnettes. Bon, moi les libertariens ils disent qu'on est dans des fermes. Non, mais qu'on est dans des fermes et qu'on se fait traire notre lait comme des vaches et que la métaphore est pas qu'une métaphore. Donc, moi, j'ai plus nuancé que ça. Moi, je suis plus nuancé que ça. Après, moi, je suis assez attaché, je pense, alors, je suis en train de réfléchir aussi, parce que je suis très anti-choix, mais je pense là, pour le coup, et c'est quelque chose, c'est un des rares principes que je partage avec Choix, c'est qu'il y a des moments où il faut tout remettre à plat. C'est-à-dire que je suis pas anti-socialiste parce que je sais que le socialisme peut être fondateur, je sais que le socialisme peut être un outil de relance, mais par contre c'est quelque chose qui doit rester ponctuel. Une société ne peut pas toujours fonctionner sur des systèmes de secours. C'est pas possible. Sauf que par définition, comment est-ce que si on s'autorise un peu d'utilitarisme justement, puisque tu parles de relance. Quand est-ce qu'on passe du bon... Il y a le mauvais utilitarisme et le bon utilitarisme, tu vois, et comment est-ce qu'on fait? Moi, la seule solution et la seule réponse que j'ai, c'est qu'il faut pas en faire tout court. Mais après, comment t'arrives à trancher ça, toi? Non, mais après, c'est toute la difficulté, c'est-à-dire que... Je veux une réponse, moi. Non, mais c'est toute la difficulté, des institutions. C'est-à-dire qu'on est obligé en fait, on est dans un État qui a besoin... par exemple, on voit les États-Unis, l'avance énorme que les États-Unis ont pris dans la société numérique, c'est-à-dire le développement des outils que sont Internet, Google, tout ce qui est GAFAM, c'est grâce à l'État. C'est parce que c'est l'État qui a mis de l'argent. Donc, si on avait un État qui est vraiment stratège et qui ne sert pas à une bureaucratie européiste, bon, ce serait bien, mais toute la question, c'est surtout de conserver le patriotisme de l'élite. Et ça, pour veiller... Oui, c'est-à-dire que pour que ça marche, il faudrait que le peuple puisse avoir un droit de contrôle sur les systèmes nerveux des élites. Non, tant qu'on n'a pas les puces dans les cerveaux de Musk et tout, tu vois, avec un feedback par écran où le peuple puisse vérifier. Sans aller jusqu'à là. Ouais, je te taquine un peu, mais c'est vrai qu'à la base, c'est à ça que sert la démocratie. Après, l'idée, c'est, et je trouve que ta proposition sur les cryptos est assez intéressante, parce que, en fait, et c'est ce qui fait que la démocratie américaine fonctionne, c'est la liberté économique. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, en fait, les Américains comprennent qu'un État qui fonctionne, c'est une gestion d'un marché. La gestion d'un marché. C'est-à-dire que, en fait, quand les États sont formés à la base, et là, tu vas voir que je suis vraiment à l'encontre de Choix, quand les États sont formés à la base, les États, à part en Allemagne, là aussi, les États ne sont pas des armées. En fait, il n'y a que la Prusse qui s'est constituée autour d'une armée. Un État, à la base, c'est en fait une ville, d'abord, c'est des marchands qui se rencontrent à un carrefour. Un carrefour, et créent une ville. Et Carrefour qui est donc, de ce fait, puisque tu parles là de vieille cité-État... Ouais, on parle de l'Arico, moins 8000, quoi. Voilà. C'est la plus vieille chaîne de supermarché du monde. Carouf, on l'appelait Carouf déjà. Non, c'est vrai qu'une des plus vieilles cités du monde s'appelait Caramel, ça s'invente pas. Et donc, voilà, il crée quelque chose, et puis en fait, il y a une espèce de... la cité-État, c'est d'abord une cité, c'est-à-dire c'est un pôle commercial, c'est un pôle économique. Et après, ils disent, les marchands du coin se disent, faudra peut-être qu'il y ait quelques vigiles pour qu'il n'y ait pas de vol, déjà pour que nous on se fasse pas voler, et puis si pour les gens qui bossent pour nous, qu'ils se fassent pas voler non plus, puis il serait bien que les armées voisines ne viennent pas nous voler, donc voilà. Sécurise les routes commerciales. Sécurise les routes commerciales, et donc c'est là que se crée l'État.
Et si on oublie, et ça c'est la folie de la pensée socialiste, c'est-à-dire qu'on est arrivé à une démence socialiste, je ne sais pas comment le dire autrement, où en fait on est face à des gens qui nous disent, par exemple on peut le voir si vous écoutez Antoine Goya par exemple, qui vous disent en fait la société n'existe que pour l'éducation, donc l'économie on s'en fiche, l'essentiel c'est que nous, les profs, on touche de l'argent. Bon, moi je veux bien que... Il est un peu jugé parti, disons. Voilà, exactement. Donc, moi... C'est un cas d'école assez classique, il est dû juger parti. Donc oui, enfin c'est comme si le postier vous disait tout l'argent doit aller à la poste. Mais bon, c'est bien sympathique, mais peut-être pas. Et donc à partir de là, ça marche sur l'économie. Et c'est lorsqu'on a les leviers économiques qu'on peut commencer à dire, ceci ça me plaît pas, ceci ça me plaît pas. Et c'est ce qu'ont fait les Américains. C'est-à-dire que lorsque il y a ce qu'on appelle aux États-Unis les legacy médias, les médias d'héritage, qui sont les médias classiques, CNN, beaucoup ont été rachetés. MSNBC, c'est le rachat par Microsoft de NBC, c'est MSNBC, c'est Microsoft. Il y a Musk qui l'a racheté là d'ailleurs, non? Ah, je sais pas, peut-être. Ah, je sais plus, dites-moi en commentaire si je dis une bêtise. Mais, parce que je sais que là il est en train de racheter les principaux leviers médiatiques américains les uns après les autres, là il a enchaîné 3 ou 4 opérations en un mois. Et du coup les Américains ont dit, attendez, nous les chaînes, on les paye en fait. On les paye avec nos vues, on les paye avec les publicités, surtout les États-Unis. Aux États-Unis, les publicités, c'est pas comme chez nous, quand vous regardez tous les quarts d'heure, il y a 6 minutes de publicité, donc c'est fastidieux quoi. Donc les Américains, ils payent ça, et ils se disent, si moi je paye ça, je peux payer autre chose. En France, c'est pas ça. En France, il y a la moitié de notre argent, plus de la moitié de notre argent qui passe entre les mains de l'État. Donc quand on dit, en fait, je suis pas d'accord avec France Inter, je suis pas d'accord avec France Culture parce que c'est des médias qui sont devenus extrémistes, on peut juste aller, on peut juste faire notre petit chèque à notre petit youtubeur favori, voilà, mais ça représentera de toute façon moins que ce qu'on donne à la télévision publique qui représente des sommes faramineuses. C'est là où justement, c'est là où la loi de Bitur-Camembert nous montre bien que à partir de la loi de Bitur-Camembert qui dit très simplement que entre un public qui paye directement sur un marché et un organisme centralisé tel qu'un État qui prend de l'argent, qui le centralise pour après financer la même chose, il y a des frais de redistribution et de gestion qui font qu'au final, il y a moins de budget pour l'ensemble. C'est pour ça que je ne comprends pas l'intérêt. Le problème du marché libre, c'est que s'il n'est pas encadré, la concurrence libre et non faussée ne se fait pas. Par exemple, les Français produisent de l'électricité. Sauf que l'Europe leur a dit, attendez, mais alors, il faut qu'il y ait une concurrence entre les revendeurs d'électricité. Alors, il dit, non, c'est nous qui produisons l'électricité, donc on n'a pas besoin de se faire concurrence nous-mêmes. Il dit, non, on va créer une concurrence, et en fait, ça s'appelle du vol caractérisé. Parce que... oui, parce qu'il y a une ingérence de l'État. Non, là, c'est même pas l'État. Si, puisque c'est... Non, mais l'État, c'est Bruxelles. Mais Bruxelles va dire non, nous on n'est pas l'État, nous on est le marché. Oui, mais sauf que non. En vrai, c'est de l'ingérence. Est-ce que c'est de l'ingérence? Si Bruxelles dit il y a un marché libre qui a des gars qui font. De toute façon, déjà c'est de l'électricité d'État, donc déjà c'est pas un marché libre. donc déjà on n'est pas en train de parler de marché libre. Non mais c'est à dire que en fait c'est le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait une autorité qui régule. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que le truc est posé comme ça, comme une espèce d'irréfléchi. Je pensais pas qu'on virerait en débat étatique versus libertarien. On va finir ça, puis après on va revenir sur ton livre. non, mais en fait, moi je suis pour une certaine dose de liberté privée, mais néanmoins, je pense qu'il y a certaines choses qui doivent être encadrées. Voilà, par exemple, sur les crypto-monnaies, ça m'est déjà arrivé d'acheter disons des coins excrémentiels. Appelons-les comme ça en bon français. Et bon, je veux dire, je vois pas de souci. Bon, il y a eu ce qu'on appelle le pump and dump. Je ne trouve pas d'autres mots pour traduire, mais voilà, je me suis fait avoir par le pump and dump. Ça a été un cas, j'avais jamais vu ça. J'avais jamais vu une embrouille aussi bien ficelée, c'était extraordinaire. Classique. Voilà, mais c'est une leçon que je devais faire moi-même, et je trouve normal que l'État n'ait pas à mettre son grain de sel partout. Néanmoins, il y a des choses, par exemple sur la production électrique, je trouve normal que l'État il ait une politique de l'offre très puissante,
et que normalement, et qu'ils fassent en sorte que l'électricité coûte le moins cher possible pour que la nation elle soit la plus compétitive possible. Okay. Voilà. Là, de ce point de vue-là, je pense que c'est bien de nationaliser des coûts qui sont sur le très long terme. Mes grands-parents se sont fait avoir sur Eurotunnel, donc je pense que par exemple sur les projets de très long terme, c'est très dommage d'avoir toujours cette politique de solliciter les petits porteurs pour qu'ils se fassent avoir, pour que derrière les gros porteurs arrivent et remportent la mise. Okay. Donc, je pense que l'État a un rôle économique à jouer, mais tout le problème, et c'est là où je te donne raison, c'est lui donner les freins. Et malheureusement, cycliquement, l'État abuse. Bon, je vais me contenir pour pas partir en débat là-dessus. Je te propose qu'on soit pas d'accord là-dessus et au besoin on se refera un truc ou peut-être peut-être que l'ami Viande Tiède voudra t'interviewer sur ce sujet précis pour te rentrer dedans. Viande Tiède, c'est un ami libertarien du Québec avec qui on fait souvent des vidéos, etc. Et voilà. Bon bref, on verra tout ça. Je te propose de revenir un petit peu sur ton livre. Pardon mes amis pour cette petite digression. Hein, vous savez, quand on est passionné, vous savez ce que c'est. Dans ton livre, tu as un très très joli terme, j'aurais bien aimé que tu reviennes juste un tout petit peu là-dessus pour l'expliquer, qui est l'humusisation. Ah, l'humusation. J'ai trouvé très joli. Alors, c'est pas moi qui ai inventé ça. L'humusation, non, c'est une députée macroniste qui nous a dit que on allait pouvoir recycler les cadavres. Pardonnez-moi si ça vous choque, mais voilà, on allait pouvoir recycler les cadavres. Donc, c'était une façon, en fait, enfin, elle voulait légaliser le fait d'utiliser les cadavres comme engrais. Alors ça, j'étais complètement passé à côté. C'est quelque chose qui se fait aux États-Unis, qui a commencé à se faire aux États-Unis, et donc il y a notamment un des plus importants influenceurs survivalistes au monde qui en a beaucoup parlé, qui est Mike Adams. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de Mike Adams. Très peu connu en France. Parce qu'il est c'est quelqu'un d'assez radical et très croyant. Et donc lui il parlait du goût. GOO, c'est-à-dire la mélasse, parce qu'en fait, il disait qu'en gros, il y avait dans les États démocrates américains une volonté de faire des mélanges entre, pardonnez-moi là aussi, entre les cadavres et les résidus d'égout, de façon à les épandre dans les champs. Je parlais tout à l'heure de ferme, pardon, mais on n'est pas loin des bœufs qui mangent de la farine de bœuf, là, enfin, mais continue. Non, mais même dans le cadre. Je sais pas, par exemple, enfin, c'est un thème qu'on retrouve dans la science-fiction américaine, dans Cloud Atlas, dans un livre un peu plus confidentiel, bon voilà, chez un auteur par exemple qui s'appelle C.L. Werner. Donc l'idée de recyclage de la protéine humaine est aujourd'hui un des thèmes de la science-fiction américaine, et par exemple dans Cloud Atlas, jadis des frères Wachowski devenus les sœurs Wachowski, c'est voilà, les anciens réalisateurs de Matrix. Donc il y a un film qui a été fait là-dessus et qui montre qu'en fait le sommet de l'abjection humaine, c'est à la fin c'est de créer des clones en fait qui ont une vie limitée pour pouvoir en fait les recycler. Et de toute façon les sbires du peintre moustachu autrichien déjà fait ça le camp. Enfin, ouais, il y a eu des petites tentatives d'abat-jour en peau, ce genre de choses. Après c'est vrai que c'était resté à titre de ballon d'essai, voilà. Mais souvent les autres juges trouvaient que c'était trop cher. Donc, ouais, voilà. Mais ouais. Donc non, c'est vrai que c'était. Mais de toute façon, on le voit dans la liste de Schindler, par exemple. D'ailleurs, dans la liste de Schindler, il arrive à sauver des gens, il arrive à sauver des juifs parce qu'il s'en sert plus ou moins comme travailleur gratuit. Donc voilà, il y a quand même cette notion de toute façon, c'est la notion pour moi, c'est la notion du totalitarisme lui-même, c'est-à-dire la chosification de l'être humain. Donc en philosophie, on dit réification, du latin res qui veut dire chose, la réification de l'individu. Je vous renvoie à la vidéo L'infrahumanisation ou tuer sous hypnose, où nous abordons cette notion. Donc... Ah d'accord. Je te dis, on est connectés sur le travail. Et donc c'est vrai que c'est ce qui s'est passé durant le communisme. Alors avec le communisme, le stalinisme, le maoïsme, avec bien sûr certaines idées un peu humanistes, puis l'idée aussi qu'il y avait on travaillait soit dans le cas de l'URSS pour rattraper industriellement les autres pays, soit dans le cas de la Chine communiste avec l'idée
d'avoir un avenir, ce que la Chine a réussi à avoir, hein, qu'on l'apprécie ou pas. Bon, c'est pas mon régime préféré clairement, mais aujourd'hui justement, le but c'est d'arriver à faire ça, et surtout d'arriver à un conditionnement mental qui fait que, contrairement à des régimes totalitaires, donc où les gens savent qu'ils sont chosifiés, justement, nous, on conserve l'illusion de cette démocratie, on conserve l'illusion qu'on va avoir du progrès social, on conserve l'illusion qu'on va avoir un mieux-être, alors que nous voyons que nous vivons moins bien que nos parents, qui étaient pourtant de classe sociale inférieure à la nôtre. De façon à nous garder productifs. Et c'est ça qui est particulièrement sordide dans la société dans laquelle on vit, c'est cette illusion. Parce que, en fait, nous voyons que nous commençons à être complètement asservis à ce système, et malgré ça, nous conservons toujours une illusion un petit peu qui permet au système de tourner. Et pardon, mais ça, c'est vrai que c'est vraiment important de comprendre ça. C'est la peur de nos élites que nous devenions oisifs en bénéficiant des bienfaits de la croissance. C'est une vraie... Non, mais c'est ce que tu dis quelque part. Que les gens cessent d'être productifs, tu viens de dire. Non, je trahis ton propos, excuse-moi. Je pense qu'il y a eu cette crainte, quand il y a un moment quand on est arrivé au bout des 30 Glorieuses, parce que justement c'est ce qui se passe avec mai 68. C'est-à-dire mai 68 est un moment où la société de consommation, la société de consommation avait déjà commencé à être un petit peu mise en place aux États-Unis avant la Seconde Guerre mondiale. Et quand elle arrive, au bout d'un moment, on se rend compte qu'il y a quand même une volonté spirituelle. Il y a quand même la volonté de passer à autre chose et de se dire, en fait, la société de consommation, ça reste quand même très, très matérialiste. C'est pour ça que Flower Power, faire l'amour, voilà. Donc c'est de réenchanter. Il y a une vraie volonté spirituelle au départ dans mai 68 qui a été justement ensuite récupérée par la société de consommation et puis avec un certain nihilisme. Après, nous, le but, c'est vraiment, comme on voit que en fait, notre monde s'artificialise, on voit que la nourriture est de moins en moins bonne, on voit que nos espaces sont de plus en plus petits, c'est une poussière toxique qui s'accumule chez nous, l'encombrement, etc. On vit dans un monde qui est de plus en plus toxique, l'air est toxique, l'eau est toxique, tout est toxique. D'où la nécessité aussi de pouvoir créer un espace à soi libertaire un peu, voilà. Parce que dans le livre, tu dis, il y a ce double mouvement où l'individu est en bonne santé, il est productif, il est lourdement taxé, et c'est très très bien, ou alors il est malade, et donc tant mieux, il va dépenser énormément d'argent, exactement. Et donc à ce jeu-là, les gars, ils gagnent sur les deux terrains. Ils gagnent sur les deux terrains, et sauf que, parce qu'en fait, ils sont pas garantis que, quand vous voyez que cette société est de plus en plus décevante, trompeuse, et vous vous dites, attendez, moi je vais arrêter de travailler. En Chine, par exemple, les gars, il y a un moment, ils disent, notre production, c'est rien, de toute façon, notre vie, elle va pas changer, voilà, on n'a plus rien à gagner. J'ai même vu qu'il y a des mecs qui payent pour faire semblant de travailler. En Chine, pour garder la face aux yeux de leurs femmes et de leurs enfants et tout. Oui. Voilà, non mais c'est tout à fait ça. Et donc, du coup, vous avez cette lassitude. D'ailleurs, cette lassitude est inhérente à la société même à la société capitaliste dans une certaine mesure. Parce que une fois que vous avez ce que vous voulez, vous êtes déçu. Donc, la première chanson, c'est ça, j'en parle dans un livre qui apparaît, que j'ai déjà écrit, mais qui est la prolongation de ma thèse. Il y avait cet auteur qui s'appelle ce compositeur qui s'appelait Big Bill Broonzy, donc un bluesman, fin des années 30, qui écrit cette chanson I can't get satisfied, je n'arrive pas à être satisfait, parce que déjà cette société de consommation qui se met en place est déjà décevante. C'est-à-dire, on veut des biens, mais c'est des biens matériels, et en fait on est toujours en quête d'un assouvissement qu'on arrive, on n'arrive jamais complètement à la satiété, parce que justement en fait c'est pas des biens qu'on achète, c'est des symboles, c'est des signes de distinction sociale. Puis un espoir d'être assouvi qui n'arrive jamais. Ce que Lacan a théorisé sous la forme de l'arnaque du discours capitaliste, donc effectivement ça rejoint ce que tu dis. Et du coup la chanson des Rolling Stones qui reprend cette chanson, c'est I Can Get No Satisfaction, et donc on est là-dedans.
Et malheureusement, en fait, tout le but de cette société de consommation, c'est avec la technologie, de nous dire qu'il y a d'autres choses, il y a d'autres possibilités, etc. Sauf que, au bout d'un moment, quand nos grands-parents, leur vie s'améliorait, parce qu'ils n'avaient pas vraiment la société de consommation avant-guerre, et puis qu'après-guerre, ils ont commencé à l'avoir, ils ont dit, mais attends, c'est incroyable. Par contre, lorsque nous, on voit qu'on vit moins bien, on nous dit, ah oui, vous allez avoir l'iPhone, d'accord, enfin, sauf que l'iPhone 16, il fait la même chose que l'iPhone 15, il fait à peu près la même chose que l'iPhone 14 et l'iPhone 13, donc vous êtes bien gentil, c'est à peu près la même chose. Par contre, quand est-ce que je vais avoir le 120 mètres carrés dans lequel habitaient mes parents? Jamais. Donc, quand est-ce que je vais avoir les meubles un peu stylés? Quand est-ce que je vais avoir ne serait-ce que la tranquillité de vivre dans mon propre appartement, de savoir que l'État va pas, quand je serai vieux, me prendre des taxes qui vont faire que je vais craindre d'être à la rue, etc. On t'entête de 5000 milliards en même temps. On en revient à la loi de Bitur-Camembert de tout à l'heure. Ce qu'on te donne, ce qu'on te prend, enfin, il y a toujours un prélèvement et au final, l'individu est perdant, quoi. Après, je pense qu'on peut limiter la perte et voilà. Je ne serai pas aussi radical que toi. Reste dans le champ. Je serai pas aussi radical que toi. Mais pardon d'insister. Alors j'avais dit que je me contiendrais, j'ai échoué. Non, mais même si sur bien des aspects, je suis assez d'accord avec toi. Après, la question, c'est de se dire, voilà, il faut continuer faire croire aux gens qui sont dans cette illusion. Donc, l'illusion de la démocratie. L'illusion, par exemple, moi, à la fin du livre, je parle des artifices rhétoriques. Et moi, il y a un artifice rhétorique que je trouve incroyable, et qui est Emmanuel Macron a encore réussi à nous sortir à la dernière élection présidentielle. Au bout de 5 ans, le mec nous dit encore cette phrase extraordinaire: oui, mais les résultats tardent à se voir. C'est génial, c'est-à-dire qu'en fait, il y a la courbe. De nier les faits tranquillement. Donc en fait, la courbe n'est pas encore ascendante, mais on a déjà fait ce qu'il faut, donc en fait, il n'y a qu'à attendre. Et ça, il a réussi à nous le sortir pendant 5 ans. Avant Hollande, et je me demande si c'est pas sur les préceptes de McKinsey et Macron, c'est la même chose, il disait la courbe du chômage. On est en train de casser la courbe du chômage. C'est-à-dire que c'est comme l'inflation a cessé l'inflation freine. Ouais, mais enfin, elle est toujours là, l'inflation. Ce que tu dis aussi dans le livre, c'est que la baisse de l'inflation, c'est pas une bonne nouvelle. L'inflation est toujours là. Tu dis, c'est juste qu'on va dans le mur, mais un peu plus lentement. C'est-à-dire qu'on vous dit, c'est comme si vous roulez à 200 km/h, et à un moment, quelqu'un vous dit, oh là, non mais... on n'est plus qu'à 150, c'est quand même une bonne nouvelle. Vous allez dire ça au flic, le flic il va être mort de rire, quoi. Donc, en fait, c'est que de la proférence hypnotique, c'est-à-dire que ça ne renvoie à rien dans le réel, mais à partir du moment où on écoute et qu'on croit, l'émotion des gens va faire en sorte que peut-être, si ça marche, ça va finir par se réaliser. Sauf qu'il y a une limite à l'hypnose, c'est un peu le principe. Mais c'est ça qui est extraordinaire. Et ça, c'était justement ce survivaliste qui est un peu américain qui disait ça. Il disait, alors, lui extrêmement radical, et il disait, mais moi, quand j'étais dans les années 90, sous Clinton enfin les deux Clinton, etc., il disait, mais moi, j'étais à l'université, j'étais content d'être démocrate, j'étais content d'être progressiste, et en fait, et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est important, et c'est aussi pour ça que j'ai écrit le livre. C'est-à-dire, moi, il y a quelque chose qui me passionne dans la vie, c'est vraiment la question de l'histoire. Je viens d'une famille qui a pas mal subi l'histoire. Et donc, l'histoire est une force, et il faut savoir, il faut qu'une nation, elle sache si elle est avec ou si elle l'a subi, si elle est dans le bon sens de l'histoire ou pas. Et là, en fait, on nous a fait croire que l'histoire avait cessé d'exister avec la chute de l'URSS, qu'on était à la fin de l'histoire. Et par exemple, si tu regardes un auteur comme Philippe Murray, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de cet auteur, c'est un auteur qui parle de la fin de l'histoire et du fait que Paris est une ville post-historique, Paris doit être une fête permanente, et on nous l'a sorti après les attentats de Charlie Hebdo. Ça, je voudrais y revenir après sur Paris pour terminer, sur Paris qui se vide, mais termine. Paris est une fête, etc. Et donc, en fait, on nous a fait croire qu'on était à la fin de l'histoire, que tout allait aller pour le mieux, que les minorités allaient enfin être heureuses, qu'on allait vivre dans une démocratie apaisée. Et quand vous voyez que, dans la réalité, c'est exactement le contraire de ce qu'on vous montre à la télévision, vous dites,
Mais c'est pas possible. Et sauf que le seul problème, c'est que la plupart des électeurs, c'est des retraités. Et ça joue énormément. Parce que, en fait, ils peuvent pas se refaire économiquement. Et c'est là aussi où on voit le pouvoir de l'économie. Comme ils ne peuvent pas se refaire économiquement, ils ont peur. Et donc, ils sont captifs du discours du gouvernement. Et notamment de ce discours post-historique, c'est-à-dire on est sorti de l'histoire, non mais tout va bien, non mais ce ne sont que des petits accros, ne croyez pas, bon bien sûr, on va vers la fin du monde, mais bon ça, il faut que vous vous serriez la ceinture, etc. Mais en général, on est quand même, on sait ce qu'il faut faire pour que ça aille bien. Et donc eux s'accrochent de toute leur force, et c'est pour ça, et en fait c'est là que c'est difficile de sortir. Toi tu parles, je vois que tu es bien versé dans la psychologie, mais c'est là qu'on voit le comportement sectaire. C'est pas que vous allez dire aux gens, mais en fait le gourou là, tu vois pas que tu manges 2 fois moins qu'avant, tu trimes 2 fois plus qu'avant, t'es pas bien, physiquement ça va pas, tu prends des médicaments qui te conviennent pas, tu vois pas que les choses ne vont pas. Il dit mais il n'y a pas de monde à l'extérieur de celui-là. Juste pour être très très clair, cette notion de post-historicisme, on pourrait dire, je parle sous ton contrôle, mais c'est vraiment l'idée de dire que donc l'histoire s'arrête, c'est-à-dire c'est comme si l'écume de l'influence hypnotique de nos pères et des pères de nos pères était arrivée à son terme, et que nous étions désormais des sujets aptes, matures, capables de créer ex nihilo le monde que nous voulons. C'est bien ça, je fais pas de contresens. Ah si, un peu. Ah si, carrément. Mais vas-y, corrige-moi. Non, c'est pas une question de corriger. Non. C'est-à-dire que il faut que tu te dises qu'en fait la promesse est accomplie. C'est-à-dire, tu vois la Bible. Oui. Oui, un peu. Non, parce que beaucoup de gens voient pas forcément, mais parce que aujourd'hui on nous enseigne pas vraiment la culture biblique, mais en fait, Saint Jean nous dit, à la fin, c'est la fin du monde. C'est-à-dire, Dieu va se révéler, en gros, à nous, et puis on va vivre, il va y avoir 1000 ans, pendant lesquels les justes vont bien vivre, une fois que tous les autres ont été dégagés. Et le marxisme fonctionnait un petit peu là-dessus aussi. C'est-à-dire que, pour moi, après, c'est une promesse, ce qu'on appelle l'eschatologie. C'est-à-dire, on donne une fin du monde qui est juste, qui est belle pour ce qu'on vise. Voilà. Et là, ce qui est étonnant, c'est qu'ils arrivent à nous faire croire que on est sur, on est avec Jésus. En fait, il le profère hypnotiquement, voilà. Exactement comme on l'a dit il y a 2 minutes avec justement Macron, parce que ces gens-là, voilà, parce que dans les loges maçonniques, etc., j'ai fait un billet là-dessus il y a quelques jours à peine. C'est historiquement parlant, il y a des gens qui datent la crucifixion de Jésus d'avril 30. De l'an 30, et l'idée pour eux, c'est de dire que le cycle revient tous les 2000 ans, et que en fait, la bête de l'événement arrive là, et tu vois, et est-ce que c'est de la précognition, ou est-ce que c'est de la proférence hypnotique, tu vois, est-ce qu'on le crée ou est-ce qu'on reçoit? Les choses sont pas claires, mais quand on gratte un petit peu ça, l'agenda 2030 de Klaus Schwab, c'est basé sur ce genre de croyances. On avait eu Christine Lagarde il y a quelques années qui nous avait fait un petit cours de numérologie maçonnique, je sais pas si tu t'en souviens ou pas, qui trahissait, elle était là avec des trucs à faire de la réduction numéraire comme on fait dans la Kabbale, etc. Tu vois, mais avec des micros et des caméras, quoi. Alors pour moi, il y a beaucoup aussi de l'esprit du protestantisme, qui est vraiment un esprit tourné vers l'apocalypse, et qui est profondément ancré dans la culture anglo-saxonne, ça c'est vraiment. Mais cette idée que, en fait, je trouve qu'on la retrouve chez les woke, beaucoup cette idée-là. C'est-à-dire, les woke font comme si, par exemple, ils vous disent c'est raciste, c'est ci, c'est ça, parce que, en fait, il vous renvoie à comme si vous étiez un homme de Néandertal, comme si vous étiez en fait une espèce déjà éteinte. Eux, c'est ça woke, c'est-à-dire que ils sont déjà dans le monde d'après. Ils sont dans le monde d'après, et nous, en fait, on est des fossiles résistants, des Gaulois réfractaires. Des déchets carrément, tu vois, des espèces d'hommes du dépotoir, quoi, tu vois, qui survivent dans ce dépotoir, et avec des conceptions complètement erronées, et en fait on est
on est destiné à être dégagé. C'est un auteur qui s'appelle Isaac Babel, qui parle de la révolution russe. Et à un moment, il y a une nouvelle qui est vraiment glaçante chez Isaac Babel, où il y a un dignitaire, un responsable du parti, qui tue quelqu'un gratuitement. À l'époque, ça tuait beaucoup gratuitement au niveau de la révolution russe. Et l'autre lui dit, mais pourquoi tu l'as tué? Il dit, il n'a pas de place dans le monde à venir. Et qui décide, enfin, c'est se prendre pour Dieu quand même. Hein, c'est le principe du logiciel gnostique. Voilà. Gnostique. Non, mais ça c'est mes concepts. D'accord. D'accord. Juste avant de terminer, je voudrais. Ça allait vite. Oui. Bah, écoute, c'est ça. Au pire, on en refait un autre. Hein. S'il y en a qui veulent dans les commentaires, vous me dites. Ou même se faire un live ou un truc, tu vois, ce serait plus convivial peut-être pour que les gens puissent te poser des questions s'ils veulent. En tout cas, c'est possible. Donc, si vous voulez, voilà, commentaires et faites-en la demande en commentaire. S'il y a assez de gens, on fera ça, on organisera ça. Tu as observé à la fois, parce que tu vis justement à Paris centre quelque part, une espèce de champ, la gentrification de certains quartiers de Paris, c'est pas nouveau. Mais toi, tu vas plus loin, tu parles même de désertification de certains quartiers de Paris. Et effectivement, ce matin, j'ai vu le premier article sur le sujet, après que tu m'en aies parlé, justement, de ce changement complet de... Qu'est-ce qui se passe pour toi? Bah, en fait, il y a surtout... on vit, pour moi, dans une époque de recomposition de l'Occident. Et donc, de cette volonté d'acter vraiment la fin des États-nations et justement aussi d'agglomération de ce qu'on les marxistes appellent la bourgeoisie, mais des classes les supérieures, en fait, dans l'Occident entier autour des États-Unis. Et donc la création, en fait, d'une classe supérieure, presque une noblesse, hein, enfin en tout cas une noblesse d'argent. Voilà, une noblesse sans noblesse. Ouais, une noblesse sans noblesse qui est ce qu'on appelle l'hyperclasse. Christophe Guilluy appelle ça no society, ça veut dire que c'est des gens qui ne veulent pas faire société avec nous. Et donc qui mettent une espèce de barrière entre le reste du peuple et eux. Et barrière qui pourrait encore s'accroître lorsque les plus riches ont des capacités, par exemple, pour rester en bonne santé beaucoup plus longtemps, accès à une meilleure nourriture, accès à plein de choses qui font que peut-être que même génétiquement, ils arriveront à cette supériorité. En tout cas, ils la visent. Ils visent l'immortalité. On est dans cette classe supérieure-là. Et donc, pour l'instant, le pouvoir de cette hyperclasse est surtout géographique et ça a été un changement qu'on a vu pendant la crise sanitaire. C'est-à-dire que pendant la crise sanitaire, on a brisé un principe républicain qui est celui de l'espace public. Il y a une chose qui nous appartient tous, c'est l'espace public. Pardon, je me recontiens à nouveau. et donc voilà, c'est notre bien à tous, c'est un bien qu'on partage tous, et c'est ce qui fait la liberté de déplacement qu'on est censé avoir, qui est une liberté fondamentale. Or, toute la difficulté, c'est que la crise sanitaire a permis de confiner les gens chez eux, et quand on confine les gens chez eux, ça a un sens particulier. Ça veut dire qu'on réduit les gens à l'espace d'une cellule, c'est-à-dire qu'on fait de leur propre habitat une cellule, et avec pour seule fenêtre l'écran. Donc on contrôle leurs pensées, on contrôle leurs pensées, on contrôle leur esprit et leurs habitudes, leur façon de se conduire. Du coup, on n'est pas dans une société qui est très libre. Ensuite, les plus riches, l'hyperclasse, ont réussi à mettre la main sur les centres-villes, et donc il y a eu toutes sortes de politiques qui ont été faites pour chasser la population des centres-villes. Et sauf que c'est pas seulement les richoux qui habitaient encore dans les centres-villes qui sont chassés, c'est la possibilité même qu'a le peuple de pouvoir se réunir. Alors, par exemple, ce qui était intéressant, c'est que sous le Second Empire, Napoléon III a construit des grandes places parce qu'il voulait avoir une légitimité populaire. Et finalement, c'était un comportement qui était très démocratique. Parce que il dit moi j'ai besoin du peuple, j'ai pas besoin d'avoir tous ces intermédiaires, j'ai pas besoin d'avoir des nobliaux qui votent en mon nom, etc., ou qui sont élus en mon nom. Bon,
il y a les gens, ils viennent, et sauf que là, en fait, la possibilité de se réunir dans les grandes villes nous est supprimée. Et pire que ça, c'est la capacité de discuter entre nous, ce que moi j'appelle l'agorétique, c'est-à-dire cette idée qui est en fait l'idée centrale de l'urbanisme, qui est de pouvoir créer la délibération ensemble, de pouvoir créer la démocratie réelle. Ça, c'est ce qu'il faut absolument supprimer pour contrôler le peuple. Voilà. Comme je disais tout à l'heure, il faut atomiser le peuple. Et, tout à fait. Et d'ailleurs, Debord en parlait déjà, c'est-à-dire cette idée d'isoler les gens les uns par rapport aux autres et de les isoler devant la télévision, de les isoler devant l'écran, parce que chacun regarde son petit programme, chacun se fait sa petite idée, etc. Et en s'emparant des villes, en fait, en enlevant les centres civiques, les espaces civiques centraux, l'hyperclasse arrive à complètement démobiliser le caractère, même, enfin démobiliser le peuple et lui ôter au régime le caractère démocratique auquel il prétend. Donc, à partir de ce moment-là, s'il y a une lutte à faire, c'est vraiment une lutte dans l'espace. C'est une lutte spatiale, c'est-à-dire il faut reconquérir les centres-villes, mais, et là, je vais rentrer dans des idées un peu plus... disons hétérodoxe, voilà. Hétérodoxe, c'est-à-dire que on a vu se développer. Moi, j'ai vu juste avant, si je peux finir, je suis un peu long, je suis désolé, mais en 2019, juste après les Gilets jaunes, et juste avant la crise sanitaire, il y a une énorme période de grève entre décembre 2019 et janvier et février 2020. Tous les trains ont été arrêtés, etc. Et là, Paris s'est recouverte de caméras de surveillance. Donc c'est des petites boules noires, vous pouvez voir, et en fait vous marchiez dans la rue. Moi, à l'époque, j'étais sur Paris, parce que je fais souvent des allers-retours, je suis pas toute l'année ici. Et j'ai vu que ça poussait comme des champignons, du jour au lendemain. Dans le livre, tu dis qu'on a commencé gentiment avec le mémorial de la Shoah. Ouais, on a commencé avec le mémorial de la Shoah. Histoire de dire, c'est pour éviter les dégradations. Ouais, toujours pareil, comme tu disais tout à l'heure, on fait un test ici avant de généraliser. C'est un bon exemple de ce que tu dis. Et d'ailleurs, si vous passez devant le mémorial de la Shoah, il y a un nombre de caméras qui sont incroyables. Bon, alors que... il suffirait qu'il y ait un policier en faction, il suffirait qu'il y ait des policiers qui tournent. Enfin, puis, de toute façon... Moi, je suis contre la vidéosurveillance, donc voilà. Mais on a vu la vidéosurveillance s'installer. Moi, j'ai vu pendant les Gilets jaunes, à un moment, je me balade, parce que parfois, je peux avoir un accoutrement qui n'est pas très différent des Gilets jaunes. Et la façon dont j'ai regardé le policier, il a vu que j'étais pas de la même catégorie sociale, et donc il s'en est pas pris à moi. C'était vraiment une lutte, c'était vraiment une répression sociale. Hein. Moi, ça m'a beaucoup marqué. Et donc, d'abord, il y a eu les caméras. Ensuite, il y a eu la 5G. 5G qui est un dispositif qui n'est pas sain. Hein. On a déjà des problèmes avec la 4G, avec des troupeaux qui décèdent. Hein. Donc, dans les campagnes, c'est factuel. Hein. Ça, je vous parle de ça. Il y a des... Enfin, juridiquement, c'est factuel. Comme avec le compteur Linky, le tribunal de Bordeaux a spécifié que c'était pas bon pour... si vous étiez électrosensible, c'était pas bon pour votre santé. Donc, on sait que ces choses existent, mais quelque part, en fait, même la grande bourgeoisie ne vit plus tellement dans les grandes villes. En fait, elle vit un petit peu à la campagne parce qu'elle est libertaire. Hein. Elle peut se le permettre. Donc elle a le petit puits, elle a les petites réserves, elle se débrouille. Hein. Et donc elle vient juste dans les grandes villes pour le tourisme. Et puis en fait, le reste du temps, c'est bombardement. On vit dans un environnement qui est de façon électromagnétique qui est peu sain. Au niveau de la nourriture, autant dire qu'il y a tellement d'intermédiaires que trouver de la bonne nourriture coûte excessivement cher. En fait, Paris devient une vitrine, tout simplement, à but commercial. Complètement. Et c'est pas le pire, parce que j'ai été à Rome l'été dernier. C'est-à-dire que les Romains ont lâché l'affaire sur le centre de Rome. D'accord. On ne mange plus normalement dans le centre de Rome. Même une bonne assiette de pâtes, on ne la trouve pas. C'est même les critères italiens de base de n'importe quel qu'on trouve partout ailleurs en Italie. Ça n'existe plus. Et alors que les Italiens sont des gens qui sont très rigoureux sur la qualité de la nourriture.
c'est fini. Vous rentrez au Panthéon, c'est payant. En fait, l'image de la société du spectacle a pris le pas sur le réel et s'impose jusqu'à ce que tout finisse comme avec un statut de coquille vide quelque part. Complètement. Et d'ailleurs, et c'est tout à fait, je te donne entièrement raison là-dessus, c'est-à-dire que c'est le problème de la société du spectacle que on perd le lien en fait. Comme tout n'est plus qu'image, on comprend pas le caractère génétique, on comprend pas comment ça nous constitue nous. Et en fait, c'est tout un travail de culture, c'est tout un travail de résistance à la consommation, c'est tout un travail de construction de soi qu'il faut faire pour avoir justement ce lien affectif avec l'espace, avec les monuments, avec les livres, et arriver à se créer une architecture intellectuelle, spirituelle, sentimentale, qui fait que on est capable de résister à ça et qu'on ne va pas se jeter sur l'iPhone 17. Voilà. Et c'est là où justement la notion d'image, qui dit image dit forcément duplicité, puisqu'il y a l'original et il y a l'image. Et à partir de là, on est dans un logiciel diabolique, on est perdu en fait. On s'en rend pas forcément compte. Mais... Bah, tout à fait. Enfin, c'est Mattei qui avait été mon directeur de, mon directeur de thèse, le président du jury, et qui avait écrit un livre sur le pouvoir du simulacre. Et à la fin, en fait, il dit en gros que le simulacre, donc ça veut dire le double. En fait, Baudrillard là-dessus. Le double, en fait. Bah, au bout d'un moment, ça devient un double assassin. Alors moi, je parle de doppelganger, mais c'est vrai que c'est le double assassin. C'est-à-dire que vous créez, c'est-à-dire que si vous créez un clone pour faire tout à votre place, bah au bout d'un moment, le clone il va prendre votre place. Il va pas. C'est intéressant par rapport à mon travail sur Girard parce que ça rejoint la capacité de faire la part des choses entre la mimésis positive et la mimésis justement sacrificielle girardienne. C'est vraiment et ça rejoint aussi Freud, etc. C'est vraiment cette idée de tuer le père. C'est normalement un enfant, si vous l'aimez correctement, il ne tuera le père que dans l'univers symbolique et à un moment donné. Alors que si vous voulez faire de lui un double à votre image, il va devoir vous tuer et ce définitivement. Non mais tu vois, c'est une métaphore. Je trouve ça très bien, ça fait écho à des choses que j'ai vécues. Donc, voilà. Je ne savais pas, mais... Non, pareil, j'ai vécu dans mon entourage. Eh ben écoute, Gary, merci beaucoup. Je remontre encore l'ouvrage Kraken, système politique de l'ère numérique. Voilà. Merci. Et ben, je te remercie pour ce long entretien, voilà, qui sera donc dans quelques jours en ligne en principe. Si ça vous a plu, ça vous a apporté un petit quelque chose, pouce vers le haut comme d'habitude, partage sur les réseaux sociaux si vous avez des amis qui pourraient être intéressés par ce genre de thématique. Et puis merci encore aux tipeurs d'être encore et toujours là. Je vous rappelle que je vous écris régulièrement des petits billets sur la page Facebook Hypnomachie. Merci Gary, à la prochaine. Et puis si vous voulez qu'on se refasse un petit live, je vous laisse nous noter ça en commentaire. Merci à vous. Salut Internet.